Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Vous êtes connu sous le prénom Gaston en BD, vous avez travaillé aux éditions Vent d'Ouest, Albin Michel, Soleil, Orphie, Jungle et aujourd'hui La Boîte à Bulles. Vous avez aussi collaboré à l'émission Ça se discute avec Jean-Luc Delarue en tant que dessinateur de presse en plateau. Dans l'univers du jeu vidéo, vous avez été scriptwriter pour Ubisoft, le studio de jeux vidéo, où les lapins sont crétins et le harcèlement imbécile. Vous avez aussi participé aux aventures de Tintin, le film de Spielberg. Vous êtes directeur pédagogique en école d'animation et de jeux vidéo. Alain Rémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustrateur de BD, scénariste, parfois les deux à la fois. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Sarko Hebdo, le journal de propagande décomplexé, un journal satirique de droite, auquel participent Trondheim, Aurel, Fab Caro, Jim, Dadou et bien d'autres, où vous adulez Nicolas Sarkozy, puisqu'il, dites-vous, considère la liberté de parole comme sacrée. C'est bien de faire un extrait subtil du texte. Le petit Sarko, paru chez Jingle, deviendra-t-il un petit Manu ? Eh bien non, puisque petit Sarko, alors si ça vous a pas échappé, mais le Nicolas Sarkozy en question est sorti un peu des écrans radars depuis quelque temps. Donc à l'époque, on avait fait ce journal qui était un peu une satire à la fois de Charlie Hebdo. En fait, on avait voulu faire un Charlie Hebdo de droite, donc avec un humour du second degré, que tout le monde ne comprenait pas d'ailleurs. Il y en avait qui croyaient qu'on faisait vraiment, c'était vraiment un journal de propagande de Sarkozy. Et on s'est bien marré, on en a fait un numéro. On pensait peut-être en faire un deuxième, mais enfin, le petit Nicolas, il a dégagé dès le premier tour à cette époque-là. Puis depuis, je sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais on a eu 2 présidents. Mais on n'a pas continué sur le sujet. Aussi parce que c'est à tir tendu un journal, c'est-à-dire que l'édition de bouquins et l'édition de magazines, c'est pas le même métier. Un bouquin, c'est une gestation, ça prend du temps, etc. Alors qu'un magazine, il faut que, un journal, il faut que ça sorte quasiment pas du jour pour le lendemain, mais c'est un hebdomadaire. Il faut que ça sorte tout de suite. Il faut que faut que l'actualité soit très très chaude. Et Jungle n'était pas formaté pour ça. Donc il y avait du temps qui passait entre la sortie du journal la réalisation du journal et sa sortie. Et bon, on n'était pas fait pour ça. Mais on s'est bien marré. Et puis tous les dessinateurs que vous avez cités, mis à part Aurel, ne sont pas des dessinateurs, Eman, ne sont pas des dessinateurs de presse. Donc, c'est pas le même exercice. Mais voilà, c'était un one-shot où on a vraiment bien rigolé. Donc avant de parler de BD, vous avez donc exercé le métier de scriptwriter pour Les Lapins Crétins et sur le film des aventures de Tintin de Spielberg. Qu'est-ce donc un scriptwriter ? Alors c'est un scénariste, en fait. Alors pour rétablir la vérité, je n'ai pas écrit pour le film de Spielberg, mais pour le jeu tiré du film de Spielberg. Donc en fait, c'est scénariste. Qui consiste à écrire les dialogues. Le scénario en jeu vidéo, c'est quelque chose de particulier parce qu'on n'écrit pas un scénario de façon linéaire. En fait, on calque du scénario sur ce qu'on appelle le gameplay, qui est le jeu. C'est-à-dire que pendant que la personne joue, il y a du dialogue qui se déroule, qui se dit. Il y a des cinématiques qui viennent intervertir entre diverses partie de jeu. Donc je pense qu'ici, là, le public est un grand joueur de jeux vidéo. Donc, je vois que ça acquiesce, là, que on a une bande de geeks qui lisent pas beaucoup, j'imagine, voilà. Ah, c'est une jeunesse perdue, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis dealer pour cette jeunesse perdue. Donc j'ai écrit pour Tintin, effectivement, et puis pour Les Lapins Crétins, ce qui était plus déconnant sur Les Lapins Crétins. C'est un champ un petit peu différent entre les... Ouais, et écrire pour Tintin, c'est pas facile parce que faut respecter les personnages. Tintin, Haddock, les Dupont, tout ça, c'est quand même des personnages qui sont très cadrés et on leur fait pas dire, on les fait pas parler n'importe comment. Enfin, c'est vraiment. Mais du coup, faut se poser plein de questions. Et ce qui était intéressant, par exemple, dans le cas d'Haddock,
C'est qu'Haddock, vous savez que c'est quelqu'un qui est un peu qui force sur la bouteille, mais le jeu était réservé aux moins de 13 ans. Donc, faut pas montrer un alcoolique dans un jeu. Donc, il fallait trouver des détours pour ne pas trahir Haddock et ne pas faire l'apologie de l'alcoolisme. Parce que sinon, on rentrait dans les PEGI 18, c'est-à-dire interdit aux moins de 18 ans. Donc, il fallait faire de Haddock un dépressif, mais qui avait souvent soif. Mais on précisait pas de quoi il avait envie de boire. Se désaltérer, voilà. Et pour les lapins crétins, c'était plus péchu peut-être ? Ah, les lapins crétins, c'était marrant, ouais. Alors, les lapins crétins, ils font que gueuler, que pousser des cris. Donc, écrire des dialogues, c'était très facile. Mais les lapins sont entourés d'humains qui parlent, qui disent des conneries. Et il fallait faire parler les personnages. Du coup, dans un cas comme dans l'autre, il fallait être aussi directeur d'acteurs. C'est-à-dire, il fallait choisir les acteurs, les comédiens qui prêtaient leur voix aux personnages. Et il fallait les diriger. Il fallait les diriger en français et il fallait les diriger en anglais. Donc, diriger des comédiens anglais à Londres, c'est pas de la tarte. De punchline en phylactère, des lapins aux crétins, du dessin de presse au carnet de voyage, vous vous jetez dans la biographie aujourd'hui. L'humour ne quitte jamais vraiment vos albums. C'est quoi ce regard sur la vie que permet l'humour ? Ah, attendez, je vais essayer de comprendre la question déjà. C'est quoi J'avais prévenu. Ouais, parce que les mots sont pas dans l'ordre tout, j'ai l'impression. La question c'est qu'est-ce qu'il faut-il dans l'humour pour de la biographie ? Ouais, c'est dans ça, cela, voilà. Oui. En fait, c'est-à-dire que moi j'ai écrit beaucoup de BD d'humour, donc c'est un peu une maladie, et que quand on a fait ça tout le temps, quand on écrit quelque chose qui devient un peu plus sérieux, on se dit mais ça va être nul si j'y mets pas un peu d'humour. Et puis quand c'est des bouquins qui racontent des choses, parce que c'est quand même, ça raconte des fois des choses qui sont graves, et puis c'est une manière aussi un petit peu de prendre du recul, de pas prendre trop les choses au sérieux. Puis bon, c'est des bouquins, ça parle de guerre, ça parle de parents, ça parle de séparation, donc fallait un petit peu enrober tout ça. Et puis à la méthode de Chaplin, je dirais, ou je sais plus comment il s'appelle, des fois faire rire et faire pleurer, c'est très proche en fait. C'est des émotions finalement très proches. Et puis moi j'ai découvert ça sur ces bouquins que j'avais le pouvoir de faire pleurer les gens. Donc ça me changeait de mes enfants ou de mes compagnes de faire pleurer quelqu'un d'autre. Du coup, voilà, les lecteurs. Vous aimez les histoires, qu'elles soient à dessiner ou à écrire. Comment s'est fait la participation à la BD Une histoire populaire de France, la version BD évidemment parue chez Delcourt, du livre éponyme de Gérard Noirel ? Alors, sur l'histoire populaire de France, moi j'étais purement dessinateur. Donc c'est assez simple, il suffit de faire ce qu'on dit dans les cases. Donc on était une petite équipe, il y a Gérard Noirel qui a écrit un bouquin originellement qui était l'histoire populaire de France, qui raconte en gros l'histoire de France mais vue du côté des vaincus, de ceux qui se prennent des coups de matraque dans la gueule, en gros. Et il y a eu un couple d'adaptateurs qui ont adapté le récit de façon à en faire une BD. Et puis après il y a le dessinateur, en l'occurrence moi, qui illustrait ce qui racontait. Encore une fois, on est passé par le biais de l'humour pour raconter, pour adapter ce bouquin. On n'y échappe pas. Donc ceux qui ont adapté, qui ont scénarisé en fait le livre de Gérard Noirel, c'est Clément Xavier et Lisa Lugrine. Comment ça s'est fait la rencontre pour que ce soit vous qui dessiniez en fait ? En fait, c'est très simple. C'est un boulot de commande, c'est-à-dire que c'est l'éditeur des fois qui crée des mariages, qui dit tiens, il y a tel bouquin, ce serait bien que ce soit tel auteur qui le fasse. Et puis en fonction du dessin, là il fallait un dessin semi-réaliste, semi-comique, semi-réaliste, donc il a pensé à moi et il a dit est-ce que ça te dirait de travailler là-dessus. Donc ce bouquin c'était si vous voulez, c'était un peu le cheval de Troie chez Delcourt, un gros éditeur, et c'est une manière de commencer à bosser chez eux, de montrer que on est un bon soldat, qu'on travaille vite, qu'on travaille bien, et qui ouvre la porte sur les projets qui suivent.
Il y a eu 2 tomes pour l'instant. Ça devait être un tome, et il y avait tellement à raconter que ça s'est divisé en 2 tomes. Oui, assez dense, assez épais, toujours un format... un long travail, ça met combien de temps pour faire un bouquin comme ça? Moi, je mets entre 1 an et 1 an et demi par bouquin comme ça. C'est assez rapide, parce que c'est des bouquins de 300 pages, donc ça carbure. Mais voilà, j'ai un style de dessin qui va vite, donc voilà, 1 an et 1 an et demi par bouquin, puis des fois des trucs qui se chevauchent. Alors, après, sur la vie de ma mère, qui est parue aux éditions La Boîte à Bulles, sur la tête de mon père, vient de paraître, toujours aux éditions La Boîte à Bulles. Quel a été l'élément déclencheur pour commencer à écrire sur votre famille? Mon âge. Je crois que quand on passe 50 balais, et puis quand on traverse... quand on a... Je crois que ça prend... tous les gens qui écrivent, qui font de la BD, je crois qu'à un moment donné, ça leur pète. Ma mère, elle est décédée il y a 20 ans. Elle a un peu perdu la boule, en sens où elle a eu un cancer qui a fait qu'elle a perdu la parole, qu'elle a perdu la mémoire. Puis moi, je voulais écrire leur histoire, qui est la mienne, aussi, et avant de moi perdre la boule à mon tour. Et au-delà de l'histoire de mes parents, de ma mère d'abord et de mon père, en fait, c'est toute l'histoire des colonies françaises qui est racontée dedans, puisque mes parents et moi, on a vécu donc dans le désordre au Maroc, en Haïti, à Madagascar, à La Réunion, au Togo, au Mali. Et en fait, on a suivi, et mon père, avant ça, qui est né donc lui en Indochine, qui est purement un bâtard de la guerre d'Indochine, puisque c'était le fruit des amours d'un garde forestier français avec une autochtone indo-chinoise. Une histoire très compliquée, si vous avez lu, parce que c'était une ménage à 3. Ça se faisait beaucoup. Il y avait une façon de vivre qui est... En fait, c'est un peu l'histoire des colonies, c'est un peu l'histoire des colonies françaises et des protectorats, pas purement les colonies seulement, mais qu'est-ce que les Français sont allés foutre ailleurs, que ce soit en Afrique, sur les îles, et puis comment, d'une certaine manière, on est passé à autre chose. On est passé à la France-Afrique. La France-Afrique, c'est terminé. Aujourd'hui, mon père, il vit à Madagascar. Moi, quelque part, pour moi, c'est un peu les derniers colons, quoi. Alors maintenant, c'est autrement. On suit les informations tous. Mais pour moi, c'est une autre époque. Mon père a été chanteur. C'était l'époque des cabarets. Mes parents, ils étaient à l'étranger. Moi, j'ai grandi à l'étranger. Maintenant, quand je retourne au Maroc, je retrouve un autre pays. Je retrouve tous ces pays qui ont retrouvé un petit peu leur indépendance, qui sont passés, qui ont des relations avec les pays qui sont passés, qui est plus ou moins bonne. Des fois, on leur en veut. Des fois, on dit merci d'avoir été là. C'est assez complexe, tout ça. Et mes 2 parents qui ont vécu séparément, ils se sont connus au Maroc, puis après, ils ont vécu chacun de leur côté, et ils ont continué leur vie de grands voyageurs, quoi. Mais derrière les grands voyages, il n'y a pas que des belles choses. On ne voyage pas simplement parce qu'on a envie de voyager, de partir à l'aventure. Des fois, on voyage parce qu'on a été foutu dehors, parce que, voilà. Et puis, il a retrouvé son indépendance. Ça s'est vu en Indochine, ça s'est vu en Algérie, ça s'est vu... Puis l'histoire continue, là. Si vous voyez ce qui se passe en Russie, on aura des enfants ukraino-français, parce que, voilà, les exils font que les gens se retrouvent propulsés ailleurs. Et puis des fois, on a besoin d'eux. On dit, il y a de la main-d'œuvre, on a besoin de gens pour coloniser le pays. Donc, avec des visions différentes. C'est-à-dire que des fois, on trouve que c'est super, et puis des fois, c'est une honte. On vient exploiter notre pays, c'est complexe tout ça, et c'est un petit peu ça que mes parents et moi avons vécu, et puis que j'essaye de raconter en filigrane. Finalement, l'histoire de France ou l'histoire de mes parents, ça reste de l'histoire. Ça reste de l'histoire de France dans les 2 cas, quoi, finalement. Comment passe-t-on de cette votre histoire personnelle à une histoire qui touche à tout le monde, c'est-à-dire un texte touchant qui plonge le lecteur sans voyeurisme, en fait, dans une histoire singulière? Je crois qu'on vit tous les mêmes choses, en fait. Je crois que tout le monde vit des séparations. Je crois qu'on a tous des conjoints, des enfants
qu'on voit plus, ou des parents qu'on voit peu, ou bon, nous il se trouve que ça se passe à travers les pays, donc il y a des décors exotiques et à tout ça, mais ça n'empêche pas que c'est quand même des déchirures, quoi, et que quand on touche à l'intime, on touche à l'intime des autres, parce que, encore, les séparations, les gamins abandonnés, les parents qui s'en vont loin, les décès, les mensonges, les chats crevés dans les placards, les secrets de famille, on en a tous eu. Enfin, je pense que tout le monde ici a un parent ou un grand-parent qui vit loin, un mari qui a abandonné une femme, qui a fait un enfant qui n'était pas celui du mari. Enfin, on a tous vécu plus ou moins ces choses-là. Dans l'histoire, là, petit à petit, votre famille se construit. C'est un petit peu ce que l'on suit dans les 2 albums. Frères, sœurs, voyages, les distances, famille recomposée, ce que vous dites précisément, avec parfois la difficile acceptation de l'autre. Votre narration rend la singularité de l'histoire presque banale et y ajoute toute la tendresse d'un amour familial appuyé par un dessin doux, une idée assez rond que vous travaillez là-dessus. Votre famille est le reflet de vies multiples où chacun peut y trouver un écho, ce que vous disiez. Est-ce que c'est cela qui rend votre histoire finalement universelle? C'est pas à moi de le dire en fait, c'est aux gens qui le lisent. Mais moi, c'est vrai que j'adore mes parents. Il y en a une qui est morte et bon, sur un secret de famille qui l'a tué quelque part. Mais moi, j'adore mes parents. J'ai eu la chance de pas être un enfant bâtard, d'avoir été désiré, d'avoir été aimé, de les adorer, de les admirer. Et du coup, je trouve que c'est une chance d'avoir pu faire, après les ventes suivront, mais d'avoir pu faire deux livres sur 2 personnes que j'estime beaucoup. Et puis mon père est encore vivant, c'est aussi un cadeau que je lui fais. Et puis c'est un cadeau pour mes gosses à moi, qui savent un peu comme ça d'où ils viennent. Et puis après, voilà, il y a quelque chose peut-être d'universel, mais en fait, ce qui est universel, c'est l'intime, parce qu'on a tous une intimité, on est tous partagés par les mêmes sentiments, je pense, au cours d'une vie, et c'est ces sentiments qui sont décrits. Donc après, voilà, l'humour, ce que vous disiez, c'est aussi lié au dessin, c'est-à-dire que j'ai un dessin qui est fait pour être un peu marrant. Donc voilà. Et puis bon, après, nous, on est une famille qui rigole beaucoup. Donc des fois, on dit l'humour et la politesse du désespoir, mais il y a un peu de ça. Et ces 2 albums sont évidemment indéniablement entremêlés. Des planches se croisent. Il y a 2 versions d'un même moment. Oui, je vois. La rencontre. Exactement. Ouais. La rencontre, il y a la vue sur la plage, il y a le bateau. Visiblement, votre mère a du mal à tenir sur le bateau, une barque, on a du mal à voir l'échelle là-dessus, et il y a votre naissance. Est-ce que c'est la version que vous ont raconté vos parents, ou est-ce que c'est une version, ce qu'on peut appeler la légende familiale, c'est-à-dire celle qui se rencontre, se transmet inlassablement à travers les membres de la famille? C'est un peu tout ça. Après, mes parents, quand ils se sont rencontrés, bon, moi j'étais dans les couilles de mon père, donc je n'entendais pas bien ce qui se passait, j'ai pas été témoin, donc eux ils m'ont raconté un petit peu les versions, et puis après j'ai aussi des histoires comme ça, c'est forcément romancé. Déjà moi quand je vais voir mes oncles, mes tantes, ils me racontent pas tout à fait les mêmes histoires, donc je suis obligé de m'inventer une version. Et puis dans la version des 2 rencontres, de la rencontre entre mes parents et puis cette période qu'ils ont vécu ensemble, j'ai essayé aussi d'imaginer quel devait être le point de vue de chacun en fonction de leur vécu à ce moment-là. Ma mère, c'était une petite jurassienne qui débarquait de France parce qu'elle avait fui un avortement un peu douloureux. Donc c'était une petite paysanne. Mon père, lui, c'est un enfant bâtard d'Indochine qui venait à peine de perdre son père, finir ses études et de repartir pour l'aventure au Maroc. Ils n'avaient pas les mêmes visions. Il y en avait un qui était plus timoré que l'autre. Donc j'ai essayé de me mettre du point de vue, de placer ma caméra à des endroits différents. Et votre mère, donc ce que vous dites, fuit le Jura, vous êtes né au Maroc, vous décrivez votre mère comme une femme forte, précurseur de la femme libre peut-être, un père en mouvement qui se lance dans la chanson.
Des rêves plein les yeux, vos parents semblent avoir la bougeotte. Est-ce que c'est le marqueur des années 70 ou ce que vous avez retranscrit de ce qu'on identifie sur cette période post-68 ? Alors, est-ce que on voyageait plus à l'époque que maintenant ? Je sais pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a accès aux avions très facilement. Aujourd'hui, les voyages sont pas chers. Je pense que ça va redevenir cher, mais on traverse avec tous les avions low cost qu'il y a. On peut voyager, donc je suis pas sûr qu'on voyage moins ou plus que avant. Par contre, ce que je pense, c'est que c'était plus facile d'avoir une vie d'aventure avant. Parce qu'aujourd'hui, on est touriste partout, en gros. Où qu'on aille, il y a un guide du routard qui vous indique où aller, où ne pas aller. Et voilà. Et puis aujourd'hui, les gens qui veulent travailler ailleurs, c'est facile. Peut-être que les destinations sont différentes. Maintenant, on va peut-être travailler plus facilement aux États-Unis ou ailleurs en Europe que en Afrique ou en Asie, où maintenant, les pays ont repris leur autonomie. Alors, encore une fois, ça dépend de l'histoire, en fait. L'histoire avec un grand H. Voilà, il y a des endroits qui sont plus accueillants que d'autres. Il y a des endroits où on veut plus aller. En plus, maintenant, on travaille par Internet. Il y a le télétravail. Enfin, il y a plein de trucs, de choses qui ont changé. Et puis avant, c'était les 30 Glorieuses. C'était aussi une époque qui était différente. Il y a beaucoup de choses. Il y a presque un siècle entre ce qui est raconté là, maintenant. Mais je pense pas qu'on voyageait plus à l'époque. En tout cas, votre père voyage aussi donc à travers le monde. Vous avez une relation avec lui plutôt par musique interposée. Je pensais au titre de l'émigrateur que vous citez. Bien vu. Vous décrivez en une planche, sur la vie de ma mère, je crois, ce sentiment d'un homme connu qui l'est peu finalement de vous. Sur la tête de mon père, vous a-t-il rapproché de lui ? En fait, il se trouve une chose, c'est que c'est son âge à lui qui nous a rapprochés. Je pense que les personnes plus âgées, quand ils arrivent un petit peu plus au crépuscule de leur vie, ont peut-être envie d'être un petit peu au chaud avec leur famille, et que lui, c'est lui qui s'est un petit peu rappelé que il avait des enfants, et puis que les enfants, c'est une assurance amour, des fois, souvent, j'espère. Donc c'est lui qui est venu, qui s'est rapproché de nous et de moi. Et nous, après, les gamins, on décide de pardonner les absences ou pas. Après, le fait qu'il ait vécu loin, qu'il ait voulu cette liberté, moi je peux pas vraiment en vouloir à quelqu'un qui a mis la liberté avant beaucoup de choses, puisque moi je suis pareil, et puis que finalement c'est un exemple qu'il m'a donné. Et puis à travers les chansons, à travers les disques, il y a la légende familiale, la légende paternelle. Puis des fois quelqu'un qui a une trop forte personnalité, comme c'était son cas, c'est peut-être bien qu'il soit pas trop près pour nous permettre aux gamins d'exister. Votre père a composé 3 albums, a été accompagné et soutenu par Pierre Perret, qui est d'ailleurs votre parrain, vous le dites. Qu'est-ce qui pousse votre père à partir, en fait, au moment où il a fait ses différents albums, et puis finalement force Didier Tronchet à aller le chercher ? Alors, ce qui le poussait à partir, alors d'abord, mon père était prof. Donc, comme il était prof, il avait un certain nombre d'années de disponibilité, et il pouvait pas tellement aller au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où il arrêtait d'être prof et il continuait la chanson, ou alors il reprenait son boulot de prof. Donc moi, je pense qu'il y a un petit peu... il a un peu cédé à la facilité, d'une certaine manière. Ensuite, c'est quelqu'un qui aimait pas et qui n'aime pas la France, qui aime pas parce qu'il fait froid, parce que il a vécu en Indochine, il a vécu au Maroc, et puis voilà, il y a des expatriés, quand ils sont partis, ils veulent vivre au chaud, ils voulaient retrouver, je pense, un décor qui ressemblait à son Vietnam natal. La Madagascar, les îles, c'est des endroits qui ressemblent beaucoup. Et puis c'est un grand pêcheur sous-marin.
Donc il voulait retourner sous l'eau. Il a fait son Antoine d'une certaine manière. Et puis je crois que, enfin je suis même sûr que de retourner, d'aller chanter en cabaret tous les soirs, en fait ça l'emmerdait. C'était répétitif. La vie de chanteur, c'est pas super marrant forcément non plus de refaire la même chose et puis de pas avoir un succès qui l'attire vers le haut. Et le succès est arrivé au moment où il partait. Il a gagné un Grand Prix de la SACEM, mais c'était trop tard. Et il avait décidé de foutre le camp et il est parti sur son île. Et le lien se fait avec Didier Tronchet, puisque il part chercher un chanteur perdu. C'est le titre de son album qui est paru aux éditions Dupuis. Donc on découvre la rencontre de votre père avec Didier Tronchet. Cette page est révélatrice d'un sentiment sur la filiation. Qu'est-ce qui s'est construit justement avec Tronchet par l'intermédiaire de la BD? Alors, avec moi ou avec mon père ou les deux. Les deux. Il y a un sentiment de filiation, effectivement. Tronchet, c'est quelqu'un qui a pas eu de papa, donc qui s'est construit comme tous les orphelins de père à travers des papas de remplacement. Et lui, il écoutait les chansons de mon père quand il était petit, il était fan. Et c'est plus tard, avec l'avènement d'Internet, qu'il a décidé de repartir sur ses traces, qui s'est retrouvé avec... il a trouvé dans ma trace d'abord, en faisant son enquête. En fait, l'enquête qui est décrite dans le livre de Didier, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a romancé un peu l'histoire. En fait, il est tombé sur moi, je lui ai donné les coordonnées de mon père. Il a pris contact avec mon père et ils se sont... on va dire, il y avait un peu d'auto-admiration puisque mon père connaissait les BD de Tronchet et Didier est parti sur son île le rejoindre et voilà. Et ils ont passé 6 mois ensemble et c'est en revenant que Didier a écrit d'une part Mon père ce héros, Robinson père et fils et puis le chanteur perdu par la suite. Et l'héritage de tout ça, c'est que on garde une relation. Dès qu'on peut faire des dédicaces ensemble avec Didier, on le fait. Et avec lui, on a une relation tous les deux un peu de... C'est un peu mon grand frère de BD déjà, puisque c'est mon aîné et puis il a une notoriété qui est supérieure à la mienne. Enfin, c'est un exemple pour moi. Ça, je le dis parce que je sais que vous filmez, et je sais que je lui ai envoyé le truc et je sais qu'il va réagir à ça. Donc voilà, c'est pour toi, Didier. Et on a une relation un petit peu fraternelle avec les bons, les mauvaises choses. Moi, j'étais l'aîné. J'ai jamais eu de grand frère, donc j'en ai un. Et avec ce que ça induit, c'est-à-dire les petites piques qu'on va se lancer tous les deux, les hommages qu'on va se rendre comme maintenant, comme lui quand il a une interview. Et puis voilà, puis ça fait 10 ans, mine de rien, cette histoire que ça a démarré. Donc voilà, moi c'est un mec que j'aime beaucoup, même si de temps en temps j'ai bien envie de lui mettre une ou deux baffes, et je pense que c'est réciproque. Hein, Didier? Hein? Et cette rencontre qui s'est faite par l'intermédiaire de votre père, est-ce que justement ça n'a pas aussi donné votre père loin finalement, c'est créer un lien proche, étonnamment, c'est-à-dire qu'il a à distance même influencé sur votre relation amicale avec des personnes. Est-ce que cet éloignement fait qu'il est finalement très proche? Mon père? Oui. Ah oui, puis faire un bouquin comme ça, évidemment, ça c'est quelque chose d'unique. Et puis vous avez vu dans le bouquin qu'il y a le fil conducteur, c'est un voyage en voiture avec un autocollant derrière. Vous allez voir ma voiture dehors, c'est la même avec l'autocollant. C'est-à-dire que ce qui s'est raconté dedans, ça s'est produit. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait 2500 bornes en bagnole pour aller voir ses copains, pour aller voir les gens. Et là, normalement, il doit revenir en juin et on va refaire un tour parce qu'à chaque fois, il me dit, je veux voir mes copains une dernière fois. Bon, ça fait 3 fois qu'on voit ses copains une dernière fois. Mais cette fois-ci, je pense qu'on va circuler avec le bouquin puis qu'on va l'offrir aux gens en leur disant, voilà, regarde, on parle de toi dans le bouquin. Bon, ceux qui sont pas morts, parce qu'il y en a quand même 2 qui sont morts pendant que je faisais la BD. Donc on va vite arroser les survivants tant qu'ils sont là. Pour écrire ces 2 BD, mais surtout la dernière où vous êtes accompagné aussi par votre père, comment avez-vous travaillé pour retrouver, puis retracer et ensuite reconstruire toutes ces histoires? Alors il y a la légende familiale qui raconte beaucoup de choses.
Et puis je suis allé interroger les gens en fait. J'allais voir ma tante, j'allais voir mon père, j'allais voir les uns les autres, et puis j'ai reconstitué une histoire à partir de ça. Puis il y a beaucoup d'histoires avec un grand H dessus, donc ça c'est pas compliqué, hein, il suffit de. Et puis je suis allé au Vietnam. Je suis allé sur la terre où ils étaient. Je suis retourné au Maroc. Je suis allé partout, quoi, là où on a vécu et où ils ont vécu. Et puis voilà, puis je me suis fait une espèce de petite légende personnelle, mais il y avait encore beaucoup de témoins, de gens pour raconter cette histoire. Puis alors quand ils en parlent, ils ont des étoiles plein les yeux, mais ils racontent pas tout à fait toujours les mêmes versions. Donc il a fallu que je compose avec les versions des uns des autres. Le regard justement de tous les membres de la famille, des amis, comment ils se sont posés sur le récit maintenant qu'il est figé? Sur le récit du papa ou le récit les deux? Les deux. Et c'est le regard de votre famille qui se porte là-dessus. Est-ce qu'ils ont... Il y a un jugement, il y a des corrections, il y a des nouvelles discussions qui se posent. Alors, il y a de tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui disent « Ah, mais ça s'est pas passé comme ça, t'étais pas là, t'as pas pu voir. » Et il y a d'autres qui disent « Mais putain, mais tu lui as taillé un short à lui, là, t'as été dur avec lui. » Et puis lui en question qui dit « Mais non, je vais raconter les choses comme ça s'est passé. » Il y a mon frère qui arrive pas à lire. La vie de ma mère, parce qu'il y a un truc particulier, enfin, si vous lisez. Il y a une page très forte. Ouais. Et donc lui, il a du mal, il a peur, quoi, en fait. Il a peur de le lire. Et après, sinon, dans la famille, c'est globalement, il y a beaucoup d'émotions, quoi. Il y a beaucoup de merci. Mon père, il adore le bouquin. Puis les autres membres de ma famille, ils sont très curieux. Mes gosses aussi. En fait, c'est d'une manière générale, c'est plutôt très bien perçu. Mais globalement, c'est quand même plutôt bienveillant. Je suis pas en train de régler des comptes dans le sens t'as été un salaud, tu vas voir, et tout le monde va le savoir. C'est pas du tout le cas. Les parents, ils sont pas parfaits. Ils ont vraiment fait des trucs d'humains, quoi, en gros. Mais c'est le cas de tout le monde. Puis c'est une façon de dire aussi, peut-être t'étais barré, peut-être t'étais pas là, peut-être t'as fait ça, mais bon, je te pardonne. Et puis de toute façon, tu vas bientôt crever, alors autant que je te pardonne maintenant. Bon, votre mère était prof de maths, et à un moment donné, vous dites que votre vie, qu'elle est une asymptote verticale. Qu'est-ce que c'est ce sens? J'ai vu ça quelque part. Alors je vois pas ce que j'ai voulu dire. Alors, une asymptote. Ça me rassure. Alors. Une asymptote verticale. Ouais. Verticale. C'est une oblique, c'est une courbe qui va vers le haut comme vers ça l'infini, et qui va c'est une courbe qui va de moins en moins vite en fait. Ça démarre fort et après ça s'aplanit. Et je pense que j'oubliais, je me rappelle pas du tout, mais je pense que je vais dire c'est que c'est ça, c'est que je vais réviser, je vais me lire avant de venir. Ça veut dire qu'une vie, en fait, ça démarre vite. Et j'ai remarqué ça dans les deux bouquins. C'est que quand je raconte l'histoire de ces gens-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent avant 40 ans. Et après 40 ans, on s'emmerde un petit peu. C'est-à-dire qu'on arrive sur un espèce de plateau, on a des vies qui sont plus installées, qui sont plus stables, les enfants grandissent. Il n'y a pas les mêmes événements. J'ai l'impression que les choses les plus intéressantes, les plus romanesques se passent avant 40 ans. Et après, ça ronronne un petit peu. Il y a une autre citation que Aïe. Page 225, si vous voulez. Je veux pas rester immature, mais je veux rester infantile. Sinon, ça va être trop chiant, la vie. Ouais. Est-ce que c'est votre recette pour ne jamais dire c'était mieux avant? Non, ça veut pas dire ça. D'abord, je pense pas que c'était mieux avant. Même aujourd'hui. Alors déjà, je pense que les gens qui disent c'était mieux avant, en fait, ils parlent d'eux. Ils disent j'ai été mieux avant. J'ai été jeune, j'ai été costaud, j'ai été fort, j'ai été mieux avant. Maintenant, c'est moins bien. Donc, je pense qu'il y a une confusion à ce niveau-là. Et quand je dis il faut rester infantile et pas immature, en fait, c'est que je pense qu'il faut garder un état d'esprit d'enfant, d'avoir des émerveillements, des goûts, de choses de l'enfance, parce que c'est bien. Mais il faut affronter la vie quand même. Il faut faire des gosses, faut acheter des maisons, faut bosser. Et pour ça, il faut être quelqu'un, faut assumer ses responsabilités. Et pour ça, il faut être quelqu'un de mature, être un adulte.
Donc, essayer de garder les côtés bien de l'enfance, mais la solidité de l'adulte. Et il y a quelque chose que je dis souvent, et j'ai élevé mes enfants avec ça, et puis ils l'ont bien retenu. Je dis, il faut que tu deviennes un adulte, mais le premier rôle de l'adulte que tu vas devenir, ce sera de protéger l'enfant que tu vas rester, que tu dois rester. Voilà, parce que c'est dans l'enfance qu'il y a de l'émerveillement, qu'il y a la curiosité, qu'il y a, j'allais dire de la tolérance, mais je suis pas sûr que les enfants soient si tolérants que ça, hein, au collège. Mais bon, en gros, c'est ça l'idée. La façon dont vous avez construit les deux récits, d'ailleurs, ils ont un petit peu cette similitude, c'est-à-dire que vous cassez la chronologie en alternant les époques. C'était un choix délibéré. Oui, enfin, je trouve que casser la chronologie, c'est plus marrant, c'est plus agréable à lire parce qu'on vient d'une époque, dans une autre. Et puis après, il y a des trucs de scénariste. Par exemple, dans le livre sur mon père, ça commence par une scène d'action. Une scène qui se passe avec l'attaque de l'hôtel par les Viet Minh. Alors ça, c'est un truc de scénariste, c'est-à-dire, vous allez voir un James Bond, ça commence par une scène d'action. Ça commence pas par une scène chiante. On commence pas par elle est accouchée de son gosse. Donc on va commencer par une scène forte, et puis après on va revenir en arrière. J'ai noté aussi la remarque. Et on revient un petit peu en arrière et vous dire voilà, ça a commencé comme ça, mais voilà, commencer un petit peu avec des scènes fortes, et puis dans la mesure où il y a des intercalaires, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont des scènes intermédiaires, ça permet de distribuer les époques comme ça différemment. Après, faut pas perdre le lecteur avec des va-et-vient. Bon, c'est daté, on n'est pas trop perdu, oui, c'est chapitré. Oui. Et ce qu'il y a aussi en commun, c'est la fin de vos ouvrages. Il y a sur La vie de ma mère, vous lancez l'impulsion sur celui-ci. Mm-hmm. Sur celui-ci, vous lancez aussi une impulsion avec un de vos enfants, votre fils, qui part en voyage. Mm-hmm. Vous allez écrire ou c'est lui qui va écrire? Alors lui, il écrit pas, il fait du skate, donc je pense pas qu'il écrira là-dessus. Je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Mm-hmm. J'ai une petite idée dans la tête, mais bon, tant que c'est pas validé avec l'éditeur, c'est pas fait. Je ferai bien un bouquin sur le dessin, le voyage, le rapport au dessin, au voyage. Donc sur mon expérience, en gros. Vous avez fait déjà beaucoup d'albums, carnet de voyage. Oui, les carnets de voyage, mais justement le derrière des choses, les coulisses de tout ça, ça peut être intéressant. Mais bon, en ce qui concerne le bouquin ici, c'est vrai que quand j'ai fait le bouquin sur ma mère, je voulais faire celui sur mon père, et puis du coup, il y a effectivement les deux se suivent. Et après, il y a les deux, comme vous dites, qui ont des constructions très similaires, et notamment le rapport à la mort. Il a fallu que je traite la mort des deux, alors que les deux ne sont pas morts. Donc il a fallu que je trouve une pirouette, et puis sur la mort de mon père, lui trouver une mort symbolique. Mais voilà, puis c'est là que ça se loge aussi l'émotion, c'est-à-dire à un moment donné, on dit au revoir à nos parents, et les bouquins, c'est une façon de leur dire au revoir. Leur dire au revoir. Et puis de les faire revivre, parce que là, vous voyez, on est en interview, vous me parlez d'eux, ils revivent. Mon père, ses chansons, on les entend sur des radios, ma mère est morte depuis 20 ans, on en reparle. En fait, ils sont toujours là, quelque part. Et voir la mort symbolique pour un parent, ça doit être aussi sympa, de voir une histoire, une fin, et pourtant toujours vivant. C'est ça. Là, de ce point de vue, j'en ai pas parlé avec lui, je sais pas comment... Il le prend. Comment il le prend, mais c'est une mort symbolique, et puis c'est une mort, vous l'avez lu, donc c'est une mort, puis il meurt pas, en fait il est encore là, et il dit non, et j'ai essayé de finir sur un truc optimiste. Un peu positif. Vous m'aviez glissé que d'autres projets se construisent, d'autres biographies se préparent. Mm-hmm. Quels sont vos projets pour imiter un petit Manu? Alors, un petit Manu, le Manu qui rentre chez lui parce qu'il a dit arme plein sa bière, si on parle de celui-là. Oui, le prochain projet, ce sera la bio de Renaud, du chanteur Renaud, qui va être un gros pavé comme cela, que je travaille avec un journaliste de France Info. Ça va être un bouquin de 300 pages sur un artiste que j'aime beaucoup. Vous le citez déjà dans votre enfance. Oui. Lui, Est-ce que ça sera comme les Haddock où on ne saura pas ce qu'il boit?
Alors si, on sait ce qu'il boit et on sait les quantités qu'il boit. Et le sujet va être traité, bien sûr, puisque ça fait partie de sa vie. Et nous, on a une approche aussi des raisons de pourquoi il boit, d'où vient sa parano, d'où viennent ses blessures. Après, c'est pareil, c'est un livre hommage, donc c'est pas le tout de dire regardez, c'est un pochetron qui boit. Renaud, je l'ai rencontré, re-rencontré il y a pas très longtemps. J'ai envie que ce soit un livre hommage qui dise ah ouais, il y a un fan, il a fait un super bouquin. Mais c'est un livre, ce sera un bouquin documenté. Donc il y a le journaliste qui bosse dessus, il fait les choses de très très sérieusement. Donc il y a beaucoup de choses. Moi qui suis l'artiste depuis longtemps, j'ai appris plein de choses en faisant le bouquin. Donc l'idée c'est aussi de montrer ça aux fans. Et il y a une petite partie que j'écris moi dans le bouquin sur Renaud qui est pareil que dans ces bouquins-là. Et puis vous allez voir la couverture, c'est la même typo, Renaud et Dos, enfin bon, c'est la même chose. Et il faudra pas confondre sur le rayonnage. Non, si, mais s'ils confondent, c'est pas grave. Et l'idée avec Renaud, c'est aussi que comme fil conducteur, je raconte l'histoire d'un jeune fan. Donc, en l'occurrence moi, mais moi je suis pas un fan taré. Je suis j'aime l'artiste et ce qu'il chante, mais raconter l'histoire d'un fan et puis du coup prendre du recul par rapport au gars et puis de dire voilà qu'est-ce que c'est, comment un gamin il grandit avec telle inspiration finalement de la même façon que Tronchet a grandi en écoutant les chansons de mon père. Renaud, c'est un historien, c'est quelqu'un qui a raconté l'histoire de France dans ses chansons, qui a traversé toutes les époques, qui a souffert de ces époques-là. Donc finalement, la liaison avec ces bouquins, elle est là. C'est de l'histoire, c'est de la chanson, c'est de l'humain. Et bon, moi je suis très fier d'être le premier qui va faire une BD sur Renaud, faire sa bio. Je suis vraiment très très content, quoi. Sachant que c'est un grand fan de BD aussi, donc ça fait certainement une belle boucle. Ça met la pression aussi, parce que je vais être jugé comme dessinateur de BD, et sa fille est dessinatrice de BD aussi. Donc, il va y avoir des rayonnages de BD dans toutes les cases, peut-être non. On verra, on verra. C'est les deux. En fait, un roman graphique, ça fait partie de la famille des bandes dessinées. Donc c'est un roman graphique dans la famille des bandes dessinées. C'est les deux à la fois en fait. Mais après, roman graphique, je trouve ça un peu pompeux. Voilà. Illustré, je trouvais ça un peu réducteur quand on disait illustré. BDiste, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Mais c'est un roman, oui, c'est un roman, puisque par le volume et par ce qu'on raconte... Et puis généralement, roman graphique, ça permet aux gens qui n'aiment pas la BD de s'y plonger avec délectation. De déculpabiliser, ouais. Voilà. Si tu dis je lis des bandes dessinées, t'as l'air d'un con. Si je dis un roman graphique. Sur celui-là, oui. Les couleurs, c'est une coloriste qui m'a donné un coup de main. Et sinon, oui. Mais je suis fatigué là. Après les deux histoires de France et Renaud, je vais aller cultiver les pommes de terre un peu. Un petit tour. Non, c'est fatigant. Hein, là, 5 ans de romans comme ça. Là, j'ai bien envie de refaire du dessin animé un peu. Ouais, un peu de laisser un peu les histoires de côté, de laisser l'envie de raconter des trucs revenir. Et puis de mettre un peu faire le mercenaire pour les autres, parce qu'en plus les autres ils payent bien. Voilà, en dessin animé, on est intermittent, ça rentre des sous dans la machine. Informatique. Ouais. C'est ce qui permet de voyager en fait. C'est que maintenant, comme je travaille sur une petite tablette, un iPad, en fait, mon truc, c'est que je pars, je voyage, je fais 2 grands voyages par an, et en fait, je prends ma tablette et en fait, je vais bosser ailleurs. C'est pas que je vais voyager, c'est que je vais dessiner ailleurs. Donc là, je vais partir chez mon père à Mada pendant 2 mois. Bon, je prends ma tablette, puis je vais gratter. Ça évite d'avoir des encres, des machins, des trucs. Ouais. C'est ça qui est embêtant. Ah, mais j'ai gardé des vieilles habitudes de... En fait, il donne un iPad à chaque fois. C'est cool. Voilà.
Je vous l'envoie par mail. Je vous envoie les dédicaces par mail. J'ai suivi le chemin. En fait, quand je travaillais dans le jeu vidéo, j'ai vu le passage. Moi, je suis vraiment un témoin, et vous aussi, de la révolution numérique. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé d'une époque où on dessinait sur papier, mais regardez les téléphones, les trucs, les YouTube, les influenceurs, tout ça, on est en train de vivre une époque où plein de choses changent. Moi, j'ai accompagné ça pendant que j'étais en studio, parce qu'en studio, il fallait dessiner, il fallait se mettre au dessin numérique, parce que aussi, il n'y a pas besoin de scanner, tu peux envoyer les trucs plus rapidement. Dans un circuit de production, c'est quelque chose qui va bien plus vite. Et le dessin de presse sur l'émission... Et le dessin de presse, c'est la même chose. Le dessin de presse, il y a le journaliste, le rédac chef qui t'appelle le mardi, qui t'envoie les trucs par mail, toi tu lui envoies des croquis, tu leur envoies direct, ça va plus vite que de scanner, de faire des couleurs à l'aquarelle, etc. C'est moins sexy d'un point de vue extérieur, mais pour nous, dont c'est le travail, voilà, tu fais là, ça fait rien que ça fait 600 pages. Si je les mets en page, les 600 pages, ça fait du. Quand c'est un iPad, il n'y a pas de format en fait. Tu travailles au format que tu veux. Et le numérique a deux avantages. C'est ça. Ça veut dire on peut agrandir un dessin et le travailler, on ne se tue pas les yeux à travailler sur des petits formats. Et l'autre avantage, c'est CTRL-Z. C'est-à-dire que quand on a fait une connerie, on revient en arrière. Tu vois, l'encrier qui tombe sur la page, tu fais CTRL-Z, et hop, il s'en va l'encrier. Ou le chat de Gaston, tu fais tac, et puis ça revient en arrière. Donc c'est très pratique. Puis pareil, quand tu veux envoyer des couleurs, avant on faisait des couleurs sur des bleus avec des transparents, maintenant tu envoies le fichier, et puis le coloriste il fait ça de son côté. Si le truc il n'a pas fait colorier avec l'aquarelle, c'est terrible. Tu fais une connerie, ça y est, tu peux tout recommencer. Eh bien oui. Mais là, j'étais à Angoulême, là, j'ai passé un mois pour une formation à Angoulême. J'ai vu des expos d'originaux de tout. Je me dis, putain, mais on leur arrive pas à la cheville, quoi. C'est des gars, et les mecs, il fallait pas qu'ils se plantent. Puis les plages, c'est pas des collages, c'est la planche avec le dessin. Il a pas fait son truc et il l'a collé. Tu te dis, mais la rigueur, quoi, qu'il faut pour ça. Alain Rémy, merci pour vos réponses. Vous racontez sur la vie de ma mère comme une recherche d'un temps perdu et sur la tête de votre père comme celui d'un temps à rattraper, sur l'enfance et la maternité, sur la vieillesse et la paternité. Vous faites indirectement aussi une promesse à vos enfants, page 154 sur la vie de ma mère, celle d'être un papa pour vos enfants. Les dernières pages disent qu'ils ont déjà la bougeotte. Vous aurez certainement encore matière à histoire. Ouais. Merci. Alors pour conclure, c'est vrai que, pour revenir sur ce que vous dites, pour moi la vie de ma mère c'est un bouquin sur la maternité et l'enfance, et la tête de mon père c'est plus un livre sur la paternité et la vieillesse. Voilà, merci beaucoup. Ouais.